Une femme rend secrètement visite à votre mari, dit Walter en resserrant ses doigts autour de mon poignet. Rentrez chez vous ce soir, dit Anne. Partez avant qu'elle n'arrive. Pendant un instant, je le fixais simplement. De l'autre côté du couloir, mon mari était en train de mourir. Le lendemain après-midi, Paul était censé rentrer à la maison dans le lit d'hôpital que j'avais installé près de la fenêtre de notre chambre. J'avais passé des semaines à me préparer à m'occuper de lui pendant la phase finale de son cancer du pancréas. Et voilà qu'un étranger de 78 ans m'annonçait qu'une autre femme possédait une clé de ma maison. Je m'appelle Diane Mercer. À l'époque, j'avais 52 ans et j'étais marié à Paul depuis 28 ans. Nous vivions à l'extérieur de Columbus, dans l'Ohio. Dans la même maison modeste à 2 étages où nous avions élevé nos enfants. Paul avait été entrepreneur en construction résidentielle pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Il savait monter un mur, réparer un toit, ou entrer dans une cuisine fatiguée et imaginer ce qu'elle pourrait devenir. Moi, je gérais un cabinet dentaire. J'étais celle qui se souvenait des formulaires d'assurance, des horaires de médicaments, des anniversaires et des factures déjà payées. Ce printemps-là, j'avais ajouté les arrangements de soins palliatifs à la liste. Le cancer de Paul ne répondait plus au traitement. Il était encore lucide et capable de prendre ses propres décisions. Mais ses médecins pensaient qu'il lui restait quelques semaines, peut-être quelques mois. Il voulait mourir à la maison. J'avais pris un congé sans solde. Déplacé une commode dans la chambre d'amis et dégagé suffisamment d'espace pour le lit d'hôpital et le matériel d'oxygène. J'avais parlé 2 fois avec l'infirmière de soins palliatifs et noté les instructions médicamenteuses dans un carnet jaune. J'étais épuisé, effrayé, et déterminé à ne pas le laisser tomber. Walter Bennett occupait la chambre d'hôpital en face de celle de Paul. C'était un facteur retraité souffrant de maladies cardiaques et rénales. Je voyais rarement quelqu'un lui rendre visite. La première fois que je lui apportai un muffin aux myrtilles, il le regarda avec méfiance. « Combien ça va me coûter ?» demanda-t-il. « Rien. » Alors l'hôpital ne doit pas être au courant. Je ris pour la première fois depuis des jours. Après cela, je lui en apportais un chaque fois que le café en avait. Nos conversations étaient généralement brèves. Il me parlait de ses tournées de facteurs pendant les hivers de l'Ohio et de sa défunte épouse, June. Je lui disais très peu de choses sur moi-même. Parce que ma vie s'était réduite aux résultats d'analyse, aux médicaments et au retour de Paul à la maison. Le soir précédant la sortie prévue de Paul, je m'arrêtai dans la chambre de Walter avec un autre muffin. Il ne sourit pas. Au lieu de cela, il me demanda de fermer la porte à moitié. Puis il me donna l'avertissement. Je retirai mon poignet de sa main. Quelle femme? Cheveux bruns. SUV gris. Bien habillée. Il baissa la voix. Elle vient après votre départ. Ma première réaction fut l'incrédulité. La seconde, la honte. Paul était en train de mourir. Le soupçonner d'avoir une liaison me semblait indécent. Comme fouiller les poches d'un homme à ses propres funérailles. Vous avez peut-être mal compris, dis-je. Il possédait une entreprise de construction. Elle pourrait être une employée. Peut-être. Walter regarda vers le couloir. Mais les employés ne tiennent généralement pas le visage d'un homme quand ils disent au revoir. Une pression froide se forma sous mes côtes. Walter me dit qu'il avait vu la femme 3 fois cette semaine-là. Cet après-midi-là, Paul avait glissé un petit objet en argent dans sa main. Plus tard, alors qu'elle passait devant la porte de Walter, il l'avait entendu parler au téléphone. « Je le prendrai ce soir. » avait-elle dit. Avant qu'elle ne le ramène à la maison. Qu'est-ce qu'il lui a donné exactement? Demandai-je. Une clé. Je remerciai Walter,
même si les mots sortirent raides. Puis je traversai le couloir jusqu'à la chambre de Paul. Il était éveillé, appuyé contre 2 oreillers. La maladie avait affiné son visage, mais ses yeux étaient clairs. « Te voilà. » dit-il. Je commençais à penser que tu étais rentré sans me dire au revoir. Je dois finir la chambre ce soir. Son expression changea presque imperceptiblement. Reste un moment. Je suis ici depuis 8 heures ce matin. Je ne veux pas être seul. Une infirmière travaillait à 3 mètres de sa porte. Et Paul n'avait jamais objecté à mon départ auparavant. Je reviendrai tôt. Dis-je. Il tendit la main vers la mienne. La chambre est prête. Tu l'as dit. J'ai encore besoin de ranger des papiers. Ses doigts se crispèrent autour des miens. Quel papier? La question était trop rapide. Des affaires de maison. Répondis-je. Paul jeta un regard vers le placard à côté de son lit. Son sac de voyage se trouvait à l'intérieur. Depuis des années. Nous gardions une clé de maison de rechange attachée à une boucle intérieure pour toujours savoir où elle se trouvait. J'ouvris le sac. La pince était vide. « Tu cherches quelque chose ?» demanda Paul. Je me tournai vers lui. À côté de son lit se trouvait un verre d'eau en plastique. Sur son bord, il y avait une légère trace de rouge à lèvres corail. Moi, je portais du rouge à lèvres rose. Je l'avais toujours fait. Je te verrai demain matin. Dis-je. Il m'appela alors que je partais, mais je continuais à marcher. La pluie balayait l'autoroute sur le chemin du retour. Paul appela 4 fois. Je ne répondis pas. Quand je tournais dans notre rue, je vis un SUV gris garé à 2 maisons de là. Ses phares étaient éteints, mais une silhouette était assise derrière le volant. Je passai devant mon propre allée, fis le tour du pâté de maisons et me garai près du coin. Quand je revins à pied sous la pluie, le SUV était vide. La maison semblait sombre. J'entrai silencieusement par la cuisine. L'eau dégouttait de mon manteau sur le carrelage. Je n'entendis ni télévision, ni pas, seulement le réfrigérateur qui ronronnait derrière moi. Puis une planche de parquet craqua à l'étage. Je me dirigeai vers l'escalier. Un tiroir s'ouvrit dans ma chambre, et une femme chuchota juste assez fort pour que je l'entende. Paul a dit que ce serait ici. Je m'arrêtai à mi-chemin de l'escalier et écoutai. Pendant 28 ans, j'avais connu chaque son ordinaire que faisait cette maison. Les planches qui se tassent près du placard à linge. Le cliquetis dans la bouche d'aération de l'étage. Le léger frottement de la porte de notre chambre contre la moquette. Ce son était différent. Quelqu'un fouillait dans les affaires de mon mari. J'allumai la lumière du couloir. La femme debout à côté du bureau de Paul se retourna si vite qu'un dossier en cuir lui glissa des mains. Elle l'attrapa contre sa hanche avant qu'il n'atteigne le sol. Elle avait à peu près mon âge, peut-être quelques années de moins. Avec des cheveux bruns rentrés derrière une oreille. Son imperméable gris était ouvert sur un chemisier crème. Je la reconnus immédiatement. Mélissa. Mélissa Grant avait géré le bureau de Paul pendant près de 6 ans. Quand elle avait quitté l'entreprise l'automne précédent. Paul m'avait dit qu'elle était devenue trop émotionnelle et qu'il s'était disputé à propos d'argent. Maintenant, elle se tenait dans ma chambre après la tombée de la nuit. « Que faites-vous ici ?» demandai-je. Elle se reprit rapidement. Paul m'a demandé de récupérer des documents commerciaux confidentiels. Vous êtes entré dans ma maison sans m'appeler. Il m'a donné une clé. Cela ne répond pas à ma question. Son regard passa derrière moi vers les escaliers. Comme si elle calculait si elle pouvait partir sans s'approcher trop près de moi.
Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer. Mélissa le remarqua. Est-ce nécessaire? Je pense que oui. Elle resserra sa prise sur le dossier. Ces documents appartiennent à Mercé Résidential. Ils ne sont pas personnels. Alors montrez-les-moi. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que vous ne faites pas partie de l'entreprise. La réponse fut livrée avec une telle confiance praticienne que, pendant une seconde confuse, je me sentis comme l'intruse. Puis je regardai autour de moi dans ma propre chambre. Les tiroirs du bureau de Paul étaient ouverts. Des papiers étaient éparpillés sur le tapis. Une petite boîte à documents en métal avait été tirée du bas du placard. Mélissa avait posé son sac à main sur mon lit, à côté de la couverture que ma mère avait faite pour notre 25e anniversaire. « Vous avez 2 minutes pour expliquer pourquoi vous êtes ici, » dis-je. Ensuite, j'appelle la police. Le visage de Mélissa se durcit. Paul est en train de mourir. Diane. Ces affaires commerciales doivent être gérées. Je sais que mon mari est en train de mourir. Je suis la femme qui a passé chaque jour à l'hôpital. Quelque chose passa dans ses yeux. Pas exactement de la culpabilité, mais de l'inconfort. Elle se pencha pour ramasser les papiers. Ce faisant, une photographie glissa entre 2 dossiers et atterrit face vers le haut près de ma chaussure. Paul se tenait au bord d'un lac, le bras autour de la taille de Mélissa. Elle se penchait contre lui, la joue contre sa poitrine. Aucun des deux n'était habillé pour le travail. Je la ramassai. La date imprimée en bas datait de l'été précédent, quand Paul était censé assister à une conférence de constructeurs près de Cincinnati. Mélissa tendit la main vers elle. Je reculai. Diane? Ce n'est pas ce que tu penses. Les gens ne disent ça que quand c'est exactement ce que quelqu'un pense. Elle regarda la photographie, mais ne la nia pas. Un reçu se trouvait sous le bureau. Il provenait d'une bijouterie à Dublin, dans l'Ohio. Pour un bracelet en or coûtant plus de 1200 $. Il y avait aussi des confirmations d'hôtels portant le nom de Paul et un petit téléphone noir que je n'avais jamais vu. À côté se trouvait une note manuscrite, vérifier la police. Confirmer le bénéficiaire avant la sortie. Ma bouche devint sèche. Quelle police? Mélissa ferma le dossier. Vous devez en discuter avec Paul. J'en discute avec la femme qui fouille ma chambre. Elle prit une longue inspiration. Vous êtes peut-être sa femme. Mais vous ne savez plus ce qui se passe dans sa vie depuis des années. La cruauté de cette phrase ne résidait pas dans son volume. Elle l'a dit doucement, presque avec lassitude. Comme si elle croyait expliquer quelque chose d'évident à une personne sotte. J'eus envie de la gifler. Au lieu de cela, je pointai vers la porte. Laissez le dossier. Non. Alors laissez la clé. Elle plongea la main dans la poche de son manteau et posa la clé de rechange sur la commode. Paul m'a autorisé à entrer. Et je révoque cette permission. Vous n'êtes plus autorisé à entrer dans cette maison. Si vous le faites, j'appellerai la police. Parce que Paul lui avait donné la clé. Je ne savais pas si la loi considérerait ce qu'elle avait fait comme un cambriolage. Mais je voulais que mes paroles soient clairement enregistrées. Mélissa ramassa son sac à main et marcha vers moi. Pendant un instant, nous nous tenions assez près pour que je sente son parfum. C'était la même légère senteur florale que j'avais remarquée sur la couverture de Paul 2 jours plus tôt. À la porte, elle s'arrêta. Il ne voulait pas que tu le découvres de cette façon. Je regardai le dossier en cuir sous son bras. Non.
Il ne voulait pas que je le découvre du tout. Elle partit sans répondre. À travers la fenêtre, je la regardais se hâter sous la pluie vers le SUV gris. Mon téléphone se mit à vibrer avant qu'elle ne l'atteigne. Paul. Je laissai l'appel sans réponse. Puis vint un autre, suivi de 3 messages. A-t-elle trouvé le dossier? Pourquoi ne répond-elle pas? Appelle-moi avant de revenir. Pas un seul message ne demandait si j'avais eu peur ou si j'étais en sécurité. Sa seule préoccupation était le dossier. Je remontai à l'étage et photographiai tout ce que Mélissa avait laissé derrière elle. Je ne détruisis rien et ne pris pas d'argent dans le bureau. Même à ce moment-là. Une partie pratique de moi comprenait que la colère pouvait me rendre négligente. Et que la négligence pouvait plus tard être utilisée contre moi. Le tiroir inférieur verrouillé avait été forcé. À l'intérieur se trouvait un espace rectangulaire vide dessiné dans la poussière. Là où une boîte à documents avait récemment été rangée. Derrière une pile de factures. Je trouvais une enveloppe de banque adressée à Paul à une boîte postale à Westerville. Je n'avais jamais su qu'il en avait une. J'appelai Rachel. « Maman ?» répondit-elle d'une voix endormie. « Papa va bien ?» Je ne sais pas. Dis-je. J'ai besoin que tu viennes demain matin. Il y eut une pause. Que s'est-il passé? J'ai trouvé Mélissa grande dans notre chambre. Rachel en comprit assez par ma voix pour ne pas en demander davantage au téléphone. Je serai là à 7 heures. Je n'appelais pas Andrew. Il avait toujours admiré Paul. Et je n'étais pas prête à défendre la vérité avant de l'avoir pleinement comprise. Cette nuit-là, je m'assis à côté du lit de soins palliatifs vide que j'avais préparé pour mon mari. Les draps propres étaient rabattus. Son carnet de médicaments attendait sur la table de nuit. Paul s'était attendu à ce que je le ramène à la maison. Que je le soigne et que je protège sa dignité. Pendant qu'une autre femme enlevait des preuves de notre chambre. À 8 heures le lendemain matin, j'appelai le numéro imprimé sur l'enveloppe de la banque. La représentante demanda le numéro de compte. J'expliquai que je ne l'avais pas. Après avoir vérifié mon identité, elle revint en ligne. Madame Mercé. Votre nom n'apparaît pas comme propriétaire de ce compte. Alors pourquoi ai-je pu vérifier quoi que ce soit? Sa voix devint plus prudente. Parce que vous êtes nommé sur les documents de prêt associés. Je n'ai jamais contracté de prêt avec votre banque. Il y eut un bref silence. Vous êtes inscrite comme garante personnelle. Je serrai le bord du bureau de Paul. Je n'ai jamais signé de garantie personnelle. Quand Rachel arriva, j'avais préparé du café mais oublié de le boire. Elle entra par la porte de la cuisine à 7 heures. Portant un sac en toile et portant le cardigan marine qu'elle gardait dans son bureau à l'école. Élémentaire. Ses cheveux étaient encore humides de la douche. « Où est papa ?» demanda-t-elle. « À l'hôpital. » Ses yeux se dirigèrent vers le plafond. Et Mélissa était à l'étage. Je hochai la tête. Je lui montrai les photographies, les confirmations d'hôtel. Le reçu de bijouterie et la note concernant la police d'assurance. Puis je jouai l'enregistrement de mon téléphone. Rachel écouta sans m'interrompre. Quand Mélissa dit « Vous ne savez plus ce qui se passe dans sa vie depuis des années ». Ma fille ferma les yeux. Je suis désolé. Maman. Ces 3 mots faillirent me briser. J'avais passé la nuit à me concentrer sur les preuves parce que les documents étaient plus faciles à gérer que le chagrin. La sympathie de Rachel rendait la trahison réelle. Je n'ai pas besoin que tu prennes parti. Dis-je. Elle est entrée dans votre chambre avec la clé de papa.
C'est encore ton père et tu es encore ma mère. Je lui parlais du compte bancaire et de la garantie personnelle. Cela changea son expression de la tristesse à l'alarme. Tu as besoin d'un avocat. Je sais. Suzanne Keller avait aidé l'une de mes collègues à travers un divorce compliqué. Quand j'appelais son cabinet, elle accepta de me rencontrer à 10 heures après avoir entendu que mon nom avait peut-être été utilisé sur un prêt commercial sans mon autorisation. Son bureau occupait le 2e étage d'un immeuble en briques près du centre-ville de Columbus. Suzanne écouta attentivement et prit des notes sans réagir de façon dramatique. Quand j'eus fini, elle croisa les mains. D'abord, nous séparons ce qui est douloureux de ce qui peut être illégal. C'était une phrase dont je me souviendrai. Elle expliqua que la liaison de Paul ne me donnait pas automatiquement le contrôle de son entreprise, ni d'aucune propriété légalement considérée comme séparée. S'il possédait la police d'assurance vie, il pouvait aussi avoir le droit de choisir son bénéficiaire. Mais il ne pouvait pas légalement m'obliger à un prêt que je n'avais jamais autorisé. Elle a dit, si cette signature a été falsifiée, nous la documentons et la contestons. Mélissa peut-elle prétendre que Paul lui doit de l'argent? Elle peut faire une réclamation. La prouver est une autre affaire. Suzanne me conseilla de ne pas vider nos comptes joints, de ne pas détruire de dossier et de ne pas confronter Mélissa publiquement. Elle demanda le dossier de prêt à la banque et me dit de conserver chaque message. Puis elle demanda la sortie de Paul. Il est censé rentrer demain. Qui s'occupera de ses soins quotidiens? Moi. Avez-vous accepté cela avant d'apprendre tout cela? Oui. La voix de Suzanne s'adoucit. Vous avez le droit de reconsidérer. Les soins palliatifs à domicile dépendent d'un soignant assuré, volontaire et d'un plan de sortie honnête. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette responsabilité, parce que tout le monde a supposé que vous le feriez. J'avais passé des semaines à me demander si je pouvais assez bien m'occuper de Paul. Jusqu'à ce moment, je ne m'étais jamais demandé si j'y consentais encore. Du bureau de Suzanne, j'appelais le gestionnaire de cas de l'hôpital. Je ne mentionnais ni l'adultère ni n'accusais Paul de fraude. Je dis simplement que l'arrangement de soins à domicile avait changé et devait être réévalué avant la sortie. Le gestionnaire de cas resta silencieux un moment. Vous dites que vous ne pouvez plus servir de soignant principal? Je dis que je ne peux pas y consentir tant que je n'aurai pas compris la situation et que nous n'aurons pas un plan sûr. Elle reporta la sortie. Paul appela moins de 5 minutes plus tard. Que as-tu fait? J'étais assise dans ma voiture, regardant l'eau de pluie descendre sur le pare-brise. Je leur ai dit que le plan avait changé parce que Mélissa a récupéré des documents commerciaux. Parce qu'elle est entrée dans notre chambre la nuit et a enlevé un dossier pendant que tu n'arrêtais pas d'appeler pour savoir si elle l'avait trouvé. Elle essayait de m'aider avec mon entreprise qui s'effondre. J'avais besoin de quelqu'un qui la comprenne. Et la photographie? Silence. C'était une vieille erreur, dit-il enfin. La date est de l'été dernier. Tu es épuisé. Diane. Tu transformes une photographie en quelque chose qu'elle n'est pas. Dormais-tu avec elle? Un autre silence. Plus long cette fois. Elle était là pour moi quand l'entreprise allait mal. Ce n'est pas une réponse. Tu as cessé de croire en moi il y a des années. L'accusation était presque impressionnante. J'avais travaillé à plein temps, géré notre foyer et le soutenu à travers la chirurgie, la chimiothérapie et des mois d'incertitude. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa trahison était devenue la preuve de mon échec. Tu ne rentreras pas à la maison tant que tu me mens encore.
dis-je. Tu punis un homme mourant. Non. Je refuse de m'occuper d'un homme qui s'attend à ce que j'abandonne mon jugement parce qu'il est en train de mourir. Il raccrocha. 20 minutes plus tard. Andrew appela. Qu'est-ce qui se passe avec toi et papa? Paul avait agi rapidement. T'a-t-il parlé de Melissa? Il a dit que tu avais trouvé une vieille photo et annulé les soins palliatifs à cause de ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a peur. Maman. Il veut rentrer à la maison. Moi aussi. Andrew. Puis j'ai trouvé une autre femme qui fouillait ma chambre avec sa clé. Il expira brusquement. Peut-être que c'était vraiment pour l'entreprise. J'espère que tu n'auras jamais à travailler aussi dur pour excuser quelque chose que tu sais être faux. Ce n'est pas juste. Non. Ce ne l'est pas. Je mis fin à l'appel avant que la colère ne me fasse dire davantage. Cet après-midi-là, Rachel revint avec des courses. Nous nous assîmes à la table de la cuisine et examinâmes à nouveau les documents. Elle s'inquiétait que la vérité divise la famille. Je comprenais. Rachel avait toujours été celle qui calmait les désaccords et se souvenait des anniversaires de tout le monde. Je ne sais pas si je veux un divorce, avouai-je. Je ne sais même pas ce que signifie le mariage avec seulement quelques semaines restantes. Mais je ne protégerai pas un mensonge juste pour rendre tout le monde à l'aise. À 16 heures, un coursier livra une lettre d'un avocat représentant Melissa. Elle prétendait que l'entreprise de Paul lui devait 85 000 $ pour des prêts personnels et des travaux de conseil non payés. La lettre indiquait que le dossier en cuir contenait des accords signés prouvant la dette. Si l'entreprise ne la remboursait pas, elle avait l'intention de déposer une réclamation contre la succession de Paul. J'appelai Tom Alvarez, le comptable de longue date de Paul. Melissa a-t-elle prêté 85 000 $ à l'entreprise? Tom resta silencieux. Pas dans les dossiers que j'ai vus. Paul appela peu après et défendit sa réclamation. Il dit que Melissa avait utilisé ses économies pour couvrir la paie et mériter une protection. Avant que je puisse répondre, Suzanne appela. La banque a envoyé le dossier de prêt, dit-elle. Diane? Nous avons un sérieux problème. Mon nom apparaît sous la garantie personnelle avec une signature numérique. Elle est datée du 14 octobre. Ce jour-là, j'étais dans l'Indiana avec Rachel et Andrew, debout à côté de la tombe de ma mère. Suzanne parla prudemment. Reconnaissez-vous l'adresse email utilisée pour l'autoriser? Oui, chuchotai-je. C'est un ancien compte que je n'avais pas utilisé depuis des années. Quelqu'un n'avait pas seulement écrit mon nom. Quelqu'un avait su exactement où le trouver. La réunion de famille eut lieu l'après-midi suivant dans la chambre d'hôpital de Paul. Suzanne m'avait conseillé de ne pas en faire une salle d'audience. L'assistante sociale de l'hôpital, Madame Ellis, accepta d'assister uniquement parce que le plan de sortie de Paul devait encore être résolu. Elle précisa clairement qu'elle ne médirait pas notre mariage et ne déciderait pas qui disait la vérité. Rachel s'assit à côté de moi. Andrew se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Melissa occupait la chaise la plus proche du lit de Paul, comme si elle avait mérité cette place. Paul semblait plus petit que 2 jours auparavant, mais dès que tout le monde fut installé, il redevint l'homme qui avait passé 30 ans à diriger des équipes et à convaincre des propriétaires nerveux qu'il avait tout sous contrôle. Melissa a maintenu mon entreprise en vie, commença-t-il. Diane ne comprend pas le côté financier de l'entreprise. Je posai mon téléphone et un dossier de copies de documents sur la table. Je comprends que Melissa est entrée dans notre chambre la nuit avec ta clé.
Elle récupérait des documents de l'entreprise. Elle les enlevait avant ton retour à la maison. Paul jeta un regard à Madame Ellis. Ma femme est sous un stress énorme. Elle a trouvé une vieille photographie et a imaginé le pire. J'ouvris le dossier. La photographie a été prise l'été dernier. Ces confirmations d'hôtel couvrent 4 ans. Le bracelet a été acheté avec une carte de l'entreprise. Et ces messages montrent que tu organisais des visites après mon départ de l'hôpital. Mélissa changea de position sur sa chaise. Rachel parla avant que Paul ne puisse répondre. Maman a manqué le travail? Annuler ses propres rendez-vous médicaux et passer chaque jour ici. Tu chronométrais les visites d'une autre femme autour de son emploi du temps. La mâchoire de Paul se crispa. Tu n'entends qu'un côté. Il ne devrait pas y avoir un autre côté quant à savoir si tu as eu une liaison. Dit Rachel. Andrew fixa le sol. Papa. Réponds juste à la question. Paul se frotta le front. Oui. Dit-il. Il y a eu une relation. Le mot était si dénué de sang que j'eus presque envie de rire. Combien de temps? Demanda Andrew. Paul regarda Mélissa. Presque 4 ans. Répondit-elle. Andrew leva la tête. 4 ans? Ce n'était pas prévu, dit Paul. L'entreprise était en difficulté. Mélissa m'aidait tous les jours. Ta mère et moi nous étions éloignés. Voilà encore. La tentative discrète de placer une partie de sa décision entre mes mains. Nous étions fatigués, dis-je. Nous avions des factures, des parents âgés. 2 enfants adultes et une entreprise qui te suivait à la maison tous les soirs. Ce n'est pas là. Même chose que la permission. Mélissa se pencha en avant. Tu penses que j'étais juste une femme qui se faufilait avec lui? J'ai utilisé mon propre argent. Pour couvrir la paie. J'ai géré les fournisseurs quand Paul était trop malade pour travailler. Il m'a promis que nous aurions une vie ensemble. Cette vie incluait-elle ma maison? Demandai-je. Elle resta immobile. Parmi les messages de Paul, il y en avait un qui disait à Mélissa qu'après sa mort ou après qu'il m'aurait quitté, la maison pourrait être vendue et elle recevrait ce qu'il lui devait. Rachel se tourna vers lui. Tu prévoyais de vendre la maison de maman. C'est notre maison. Dit Paul. Alors pourquoi n'était-elle pas incluse dans le plan? Il ne répondit pas. Andrew s'éloigna de la fenêtre. Tu m'as dit que le voyage à Cincinnati était une conférence de constructeurs. Paul fronça les sourcils. Quoi? Juillet dernier. Ton camion avait besoin d'un nouvel alternateur. Je suis resté tard à l'atelier. Et je l'ai réparé gratuitement parce que tu as dit que manquer cette conférence pouvait te coûter un gros contrat. L'expression de Mélissa la trahit avant que Paul ne parle. Andrew la regarda. C'était le voyage au lac. N'est-ce pas? Andrew? Dit Paul. Je ne t'ai jamais demandé de travailler gratuitement. Non. Tu as juste laissé faire. L'admiration sur le visage de mon fils ne disparut pas d'un coup. Elle se fractura lentement, ce qui était plus dur à regarder. Mélissa tendit la main vers celle de Paul. Il la laissa reposer sur la couverture. Je ne m'excuse pas de l'avoir aidé, dit-elle. Mercé Résidentiel me doit $85 000 et j'ai des accords signés qui le prouvent.
Alors laissons-nous les examiner, dis-je. Mon avocate s'en occupera. Ton comptable ne les a jamais vus. Tom ne savait pas tout. Cela semble être un arrangement courant autour de Paul. La voix de Paul se fit plus tranchante. Assez. Diane. Pendant la majeure partie de notre mariage, ces deux mots avaient mis fin aux disputes. Je quittais la pièce. Attendais qu'il se calme et revenais plus tard avec une version plus douce de ce que j'avais besoin de dire. Cette fois, je restais assise. Non. Dis-je. Pas assez. Je sortis le dossier de prêt de la banque et plaçai la garantie personnelle sur la table. Il y a autre chose. Paul regarda la première page, puis la ligne de signature. Mon nom avait été utilisé pour garantir un prêt commercial que je n'avais jamais autorisé. La signature numérique avait été soumise par un compte email que je n'avais pas utilisé depuis des années. Cela n'a rien à voir avec Mélissa. Dit-il trop vite. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Je me tournai vers la dernière page. Elle était signée le 14 octobre. J'étais dans l'Indiana pour enterrer ma mère. Le visage de Rachel se crispa. Andrew s'approcha pour lire. Paul jeta un regard à Mélissa. Cela dura moins d'une seconde, mais tout le monde le vit. Mélissa se reprit la première. Les gens signent des documents électroniquement sans s'en souvenir. Diane gérait beaucoup de choses à l'époque. Je la regardais. L'enterrement de ma mère ne m'a pas fait oublier de garantir un prêt. Je dis que vous avez peut-être été submergé. Vous essayez d'utiliser mon chagrin pour expliquer la fraude de quelqu'un d'autre. Madame Ellis changea de position sur son siège, mais resta silencieuse. Cela ne concernait plus la politique de l'hôpital et nous le savions tous. Paul souleva les papiers d'une main tremblante. Je n'ai rien falsifié. Alors fournis les dossiers complets. Mon comptable a les dossiers. Tom dit qu'il ne les a pas. Le visage de Paul rougit. Tu comprends ce que tu fais? Si tu m'accuses de fraude, la banque pourrait fermer l'entreprise. Si je reste silencieuse, je pourrais hériter d'une dette créée avec mon identité volée. La pièce devint silencieuse, sauf le moniteur à côté de son lit. J'expliquai mes conditions calmement. Je n'accepterai pas l'arrangement de soins palliatifs existant. Mélissa était interdite d'entrer dans notre maison. Paul fournirait des dossiers complets d'entreprise, bancaires, d'assurance et de prêts. Rachel et Andrew entendraient la vérité directement. Je ne lui permettrai pas de leur dire que je l'avais abandonné à cause d'une photographie. Et si je coopère? Demanda Paul. Alors nous discuterons d'un plan de soins sûr. Me pardonneras-tu? Ce n'est pas l'une des conditions. La peur remplaça enfin la colère sur son visage. Il regarda vers Mélissa. Puis vers moi. Mélissa? Laisse-nous. Elle le fixa. Après tout ce que j'ai fait. C'est ma famille. Sa bouche se crispa. Elle sortit la clé de rechange de son sac à main. Celle qu'elle avait prétendu laisser sur ma commode, et la posa sur la table de chevet. Tu n'as choisi ni l'une ni l'autre, dit-elle. Tu as choisi celui qui était utile à ce moment-là. À la porte. Elle se tourna vers moi. S'il meurt avant que ce soit réglé, tu vas apprendre exactement ce qu'il m'a promis. Ce soir-là. Andrew appela. Sa voix semblait tendue. Papa veut que j'aille au bureau.
Pourquoi? Une boîte de dossiers fiscaux. Il a dit que je dois l'emporter quelque part avant que ton avocate ne la voie. Où? Il hésita. À Mélissa. Ne la lui apporte pas, dis-je. Andrew resta silencieux plusieurs secondes. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Ton père t'a dit de ne pas l'ouvrir. N'est-ce pas? Oui. Et cela t'a rendu méfiant. Une autre pause. Je t'appellerai quand je quitterai le bureau. Le bureau de construction de Paul occupait un étroit immeuble en briques dans un parc industriel près de Westerville. Andrew y avait passé des étés adolescents, balayant les sols et chargeant du bois. Il connaissait le code d'alarme et Paul savait qu'envoyer son fils semblerait moins suspect qu'envoyer Mélissa. Andrew me raconta plus tard que le bureau semblait abandonné. Des feuilles d'estimation couvraient un bureau. Des enveloppes non ouvertes étaient empilées sous la fente à courrier. Un avertissement de résiliation de l'assureur d'entreprise se trouvait à côté d'avis de fournisseurs en retard et de 2 lettres concernant des impôts sur la paie en retard. Paul nous avait dit que l'entreprise était en difficulté. Il ne nous avait pas dit qu'elle était proche de l'effondrement. La boîte à documents se trouvait sous une table pliante dans le local de stockage. Exactement là où Paul avait dit qu'elle serait. Sur le couvercle, en marqueur noir, quelqu'un avait écrit « Dossier fiscaux 2023 ». Andrew la porta jusqu'à son camion. Puis il s'assit derrière le volant pendant près de 10 minutes, la regardant. Toute sa vie, Paul lui avait enseigné que la parole d'un homme comptait. Ouvrir la boîte lui semblait trahir son père. La livrer à Mélissa lui semblait me trahir. Finalement, il coupa le ruban d'emballage avec son couteau de poche. La première chose qu'il vit fut le téléphone noir de notre chambre. En dessous se trouvaient plusieurs versions d'un accord prétendant que Mélissa avait prêté 85 000 $ à Mercé Résidential. Les dates étaient différentes. Les conditions de remboursement aussi. Une copie semblait porter la signature de Paul. Une autre ne contenait que des lignes de signature en blanc. Andrew trouva des copies de mes déclarations de revenus, mon numéro de sécurité sociale et des instructions imprimées pour récupérer l'accès à mon ancien compte email. Il y avait aussi une page expliquant comment compléter une signature électronique via le portail en ligne de la banque. Au fond de la boîte se trouvait un registre manuscrit. Le prétendu prêt de Mélissa était divisé en des dizaines de paiements. Mais beaucoup correspondaient à des virements que Paul lui avait déjà faits. D'autres entrées correspondaient à des frais d'hôtel, de billets d'avion, de bijoux et de factures de conseil sans description d'aucun travail effectué. Andrew m'appela depuis le parking. Sa voix avait changé. Maman? Papa a utilisé tes informations. Je sais. Non, je veux dire qu'il a gardé des copies de tout. Tes déclarations de revenus. Ton ancien email. Il y a des instructions. Je m'assis à la table de la cuisine. Apporte la boîte à Suzanne. Il m'a dit de la donner à Mélissa. Je sais qu'il m'a utilisé. C'était la partie qui le blessait le plus. Paul n'avait pas seulement menti à son fils. Il avait essayé de transformer la loyauté d'Andrew en un service de livraison pour des preuves qu'il voulait cacher. Suzanne nous reçut à son bureau. Andrew porta la boîte lui-même et expliqua exactement ce que Paul lui avait demandé de faire. Suzanne photographia son état avant de l'ouvrir davantage et demanda à Andrew d'écrire et de signer une déclaration pendant que les détails étaient frais. Les messages sur le second téléphone étaient pires que les documents. Paul et Mélissa avaient discuté de la façon de faire apparaître ces virements comme des remboursements d'un prêt commercial. Mélissa l'avait aidé à récupérer l'accès à mon ancien email. Dans un message, Paul lui envoya la réponse de vérification pour une question de sécurité de compte.
Le nom de jeune fille de ma mère. Un autre échange concernait les dossiers dans notre chambre. Nous devons les sortir avant que les soins palliatifs ne commencent, avait écrit Paul. Trop de gens passent dans la maison. Mélissa avait répondu, je prendrai le dossier après le départ de Diane. Voilà le plan que Walter avait entendu. Suzanne contacta le service de fraude de la banque cet après-midi-là. Je signai une contestation formelle affirmant que je n'avais jamais autorisé la garantie. La banque n'effaça pas simplement mon nom parce que je m'étais plainte. Elle ouvrit une enquête. Demanda des dossiers et gela les retraits supplémentaires de la ligne de crédit de l'entreprise. Pendant qu'elle examinait les preuves. Le lendemain matin, les fournisseurs de Paul avaient commencé à appeler Tom. Sans accès à plus de crédit, Mercé Résidential ne pouvait plus prétendre fonctionner normalement. Tom vint au bureau de Suzanne avec 2 classeurs et l'expression d'un homme qui avait très peu dormi. L'entreprise est plus endettée que Paul ne l'a admis, dit-il. Il y a des impôts en retard. Des fournisseurs non payés et des paiements à Mélissa classés comme frais de conseil. Était-il légitime? Demandai-je. Certains ont pu l'être. Elle a effectivement travaillé pour l'entreprise. Mais je ne peux pas soutenir la plupart de ces montants. Il montra plusieurs remboursements en double. Mélissa avait soumis des frais, avait été remboursée. Puis avait inclus ces mêmes montants dans son prétendu total de prêt. Sa réclamation de 85 000 $ commençait à s'effondrer. Mélissa répondit par l'intermédiaire de son avocat. Elle menaça de poursuivre la succession de Paul et m'accusa d'interférer dans les opérations commerciales. Elle prétendit que j'avais humilié un homme en phase terminale et détruit l'entreprise dont dépendaient les employés. La réponse de Suzanne fut brève et factuelle. Elle fournit des copies des accords de prêt contradictoires, des paiements en double et des messages concernant mon compte email. Elle proposa une médiation formelle et avertit que présenter des accords modifiés comme authentiques pouvait entraîner des conséquences bien plus graves que de perdre une réclamation civile. Je ne demandais pas à la police d'arracher Paul de son lit d'hôpital. Je ne cherchais pas une arrestation spectaculaire, mais je refusais d'absorber une dette frauduleuse pour protéger ces dernières semaines de l'inconfort. Rachel rendit visite à Paul ce soir-là. Elle y alla seule. Quand elle revint, ses yeux étaient gonflés, mais sa voix était ferme. Je lui ai demandé pourquoi maman était assez bonne pour le baigner. Le nourrir et le ramener à la maison, mais pas assez bonne pour le protéger d'une dette. Qu'a-t-il dit? Demanda Andrew. Qu'il essayait de sauver l'entreprise. Andrew rit une fois sans humour. En m'envoyant cacher des preuves. Il ne rendit pas visite à Paul pendant les 4 jours suivants. Les conséquences atteignirent mon mari avant tout tribunal. Sa ligne de crédit fut gelée. Sa réputation d'homme d'affaires responsable s'effondra. La réclamation de Mélissa était sous examen. Ses enfants ne croyaient plus ses explications. Plus important encore. Il ne pouvait pas rentrer à la maison à moins de fournir un compte rendu honnête et d'accepter un plan de soins sûr. Sinon, l'hôpital organiserait un placement dans un établissement de soins infirmiers spécialisés ou des soins palliatifs en établissement. Le 5e soir. Paul m'appela. Il semblait plus faible. Si je te dis tout? Demanda-t-il. Me laisseras-tu encore rentrer à la maison? Je regardais le lit d'hôpital vide à côté de notre fenêtre. La vérité n'achètera pas mon pardon, dis-je. Elle nous donnera seulement un endroit honnête pour commencer. La confession de Paul n'arriva pas d'un seul coup. Elle vint par morceaux, numéro de compte, mot de passe. Explication à moitié terminée et long silence chaque fois que la vérité le faisait paraître pire qu'il ne voulait. Suzanne insista pour que tout soit correctement documenté. Parce que Paul était en phase terminale et prenait de forts médicaments contre la douleur. Son médecin traitant évalua s'il comprenait encore les décisions qu'il prenait. Le médecin confirma que, bien que Paul se fatigue facilement,
il restait mentalement capable. 2 jours plus tard, Suzanne, Tom et l'avocat de Paul se réunirent dans une salle de conférence privée à l'hôpital. Rachel et Andrew attendaient à proximité. Je m'assis en face de mon mari avec un bloc-notes jaune sur les genoux. Paul fournit l'accès à la boîte postale, au compte de l'entreprise, à ses dossiers d'assurance et au second téléphone. Il identifia plusieurs paiements à Melissa qui avaient été déguisés en frais de conseil. Puis Suzanne plaça la garantie personnelle devant lui. « Diane a-t-elle autorisé cela ?» demanda-t-elle. Paul fixa mon nom pendant longtemps. Non. A-t-elle donné la permission d'accéder à son ancien compte email? Non. Avez-vous utilisé ces informations personnelles pour compléter la garantie? Ses yeux se levèrent vers les miens. Puis baissèrent à nouveau. Oui. Même si je le savais déjà, l'entendre l'admettre se sentait différent. Le soupçon avait laissé une petite ouverture pour le déni. Sa réponse la ferma. Paul signa une déclaration sous serment reconnaissant que je n'avais ni examiné ni autorisé la garantie de prêt. Il admit avoir utilisé des copies de mes dossiers fiscaux et des informations de nos fichiers pour satisfaire le processus de vérification de la banque. Je pensais pouvoir le rembourser avant qu'elle ne le sache jamais, dit-il. Suzanne ne sembla pas impressionnée. La plupart des tromperies financières commencent par quelqu'un qui croit que les dommages seront réparés avant d'être découverts. L'enquête pour fraude de la banque se poursuivit pendant près de 3 semaines. Personne ne biffa simplement mon nom et ne s'excusa. Suzanne échangea des lettres avec son service juridique. Andrew fournit sa déclaration concernant la boîte à documents. Tom fournit les dossiers de l'entreprise et la banque examina la piste d'autorisation électronique. Finalement, je reçus une confirmation écrite que le prêteur m'avait retiré de la responsabilité personnelle de la dette. Il se réservait le droit de poursuivre Mercé Résidential et la succession de Paul. Je lus cette lettre 2 fois avant de la poser. Pour la première fois depuis l'avertissement de Walter, je sentis que je pouvais respirer sans un poids pressant contre ma poitrine. La réclamation de Melissa fut résolue par médiation. Elle arriva avec son avocat et un classeur de documents. Elle semblait composée, mais la confiance qu'elle avait portée dans ma chambre était partie. La comptabilité de Tom montra qu'un petit paiement qu'elle avait fait pour une facture urgente de fournisseur était légitime. La majeure partie des 85 000 $ restants consistait en des remboursements en double, des factures non justifiées, des voyages personnels et de l'argent que Paul lui avait déjà transféré. Son avocat demanda une pause privée. Quand il revint, Melissa retira la réclamation. Elle accepta de rembourser une partie de l'argent traçable aux frais en double et au paiement de conseils non justifiés. En échange, la succession de Paul et moi acceptâmes de ne pas engager d'action civile séparée à moins que des transactions dissimulées supplémentaires ne soient découvertes. Elle ne fut pas emprisonnée pour avoir eu une liaison. Elle ne perdit pas sa maison et ne partit pas sans le sou. Les conséquences réelles étaient plus silencieuses que cela. Elle perdit l'argent que Paul lui avait promis. Elle perdit toute réclamation crédible contre sa succession. Et elle dut s'asseoir dans une salle de conférence pendant que des étrangers examinaient des années de paiement qu'il avait autrefois fait se sentir choisi. Avant de partir, elle regarda Paul. « Alors c'est tout ?» Il sembla incapable de répondre. « Tu as dit que tu me protégerais. » Continua-t-elle. Paul se frotta le visage des 2 mains. J'ai dit beaucoup de choses parce que j'avais peur. Melissa eut un petit rire amer. Moi aussi. La différence, c'est que tu avais toujours un endroit sur où aller. Ses yeux se dirigèrent vers moi. Je pensais qu'il restait avec toi parce qu'il t'aimait plus. Je pense qu'il est resté, dis-je,
parce qu'il croyait que je ne le forcerais jamais à faire face à une conséquence. Elle partit sans un mot de plus. La police d'assurance vie présentait un problème différent. Paul avait légalement nommé Mélissa comme bénéficiaire. Suzanne me rappela que la liaison seule n'invalidait pas cette décision. Paul proposa de la changer immédiatement. Je ne veux pas que quiconque dise que Diane m'a forcé, dit-il à son avocat. Son médecin confirma à nouveau sa capacité, et Paul rencontra son conseil en privé. Il changea la désignation du bénéficiaire pour que la police soit divisée entre moi, Rachel et Andrew. Mélissa ne recevrait que le remboursement du petit montant vérifiable qu'elle avait effectivement contribué à l'entreprise. Je ne lui demandais pas de faire ce changement. Quand nous fûmes seuls, Paul expliqua pourquoi il l'avait nommée. Je lui ai promis de l'argent parce que j'avais peur qu'elle parte, dit-il. Je m'attendais à ce que tu restes parce que je pensais que tu ne partirais jamais. Ce n'est pas de l'amour, Paul. Je sais. Non. Tu le sais maintenant parce que cela a cessé de fonctionner. Il ferma les yeux. Je ne sais pas comment défaire ce que j'ai fait. Tu ne peux pas. Tu peux seulement arrêter de mentir à ce sujet. Il s'excusa séparément auprès de nos enfants. Andrew écouta sans interrompre. Quand Paul eut fini, il dit : « Je t'aime encore, papa. » Mais l'amour ne restaure pas automatiquement l'admiration. Rachel accepta d'aider pendant les soins palliatifs. Mais elle rendit une condition claire. « Je ne dirai pas aux gens que maman t'a abandonné, dit-elle. Et je ne t'aiderai pas à protéger ta réputation avec des mensonges. » Cette même semaine, Walter subit un autre épisode cardiaque. Quand je lui rendis visite, il semblait plus petit sous la couverture de l'hôpital. « Je suis désolé d'avoir apporté tout cela dans ta vie, » dit-il. « Tu n'as pas créé le mensonge. Tu m'as seulement empêché de le ramener à la maison. » Walter fixa la fenêtre. Il me dit qu'il avait passé des années à négliger émotionnellement sa femme, June. Il n'avait jamais été infidèle. Mais il avait traité sa loyauté comme quelque chose de permanent et donc d'insignifiant. Elle est morte avant que j'admette ce que j'avais fait, dit-il. Je ne t'ai pas renvoyé à la maison pour que tu puisses détruire Paul. Je t'ai renvoyé parce que personne ne devrait donner la fin de sa vie à l'intérieur du mensonge de quelqu'un d'autre. Avec le soutien professionnel des soins palliatifs, des visites infirmières programmées et des quarts de travail spécifiques assignés à Rachel et Andrew, j'acceptais enfin de laisser Paul rentrer à la maison. Je déplaçais mes vêtements dans la chambre d'amis. Le laisser rentrer ne signifiait pas reprendre notre mariage ni prétendre que le pardon avait déjà eu lieu. Quand le transport médical le fit entrer par la porte d'entrée, ses yeux se posèrent sur le lit d'hôpital à côté de la fenêtre. « Tu l'as gardé, » dit-il. L'équipement était déjà là. Il regarda vers la chambre d'amis où ma valise se tenait à côté de la porte. « Pourquoi fais-tu encore cela pour moi ? » J'ajustai la couverture sur ses jambes. « Parce que je décide de quelle sorte de personne je suis, dis-je. Tu ne décides pas cela pour moi. » Les dernières semaines de Paul ne furent ni paisibles ni cruelles. Elles furent simplement honnêtes. Certains matins, il avait assez de force pour s'asseoir sur le porche sous le vieux érable. Rachel lui apportait un café qu'il pouvait à peine boire. Et Andrew parlait de l'atelier de réparation ou expliquait un problème avec un moteur. Ces conversations semblaient presque ordinaires. D'autres jours, la douleur et l'épuisement gardaient Paul au lit. L'infirmière de soins palliatifs ajustait ses médicaments pendant que je m'asseyais à proximité avec mon carnet jaune, notant les heures et les dosages aussi soigneusement que toujours. Mais je ne faisais plus tout seul. Rachel venait les lundis et jeudis soirs. Andrew s'occupait des samedis matins.
Une aide de soins palliatifs aidait pour le bain et l'infirmière me rappelait que l'épuisement n'était pas une preuve d'amour. Je dormais dans la chambre d'amis. Je ne portais pas mon alliance. Paul remarqua les deux choses, mais il cessa de demander quand je lui pardonnerais. Un après-midi, il me tendit une lettre pliée. J'ai écrit cela pour toi. Je la portai dans la cuisine et la lus près de la fenêtre. Le premier paragraphe s'excusait. Le second décrivait à quel point il avait eu peur quand l'entreprise avait commencé à échouer. Au troisième, il expliquait sa solitude. Sa peur de la mort et comment Mélissa lui avait fait se sentir admiré quand il croyait que tout le monde le voyait comme faible. Je lui rendis la lettre. Tu veux que je comprenne pourquoi tu l'as fait? Dis-je. Je pensais que cela faisait partie de s'excuser. Comprendre n'est pas la même chose qu'excuser. Je ne te demande pas de m'excuser. Tu as passé 3 pages à expliquer ta douleur et 2 phrases à reconnaître la mienne. Il baissa les yeux vers le papier plié. Que veux-tu que je dise? La vérité sans rendre tes sentiments responsables de tes choix. Paul ne discuta pas. 2 jours plus tard, il me donna une autre lettre. Celle-ci était plus courte. Je la lus assise à côté de son lit. Je voulais ta loyauté. L'admiration de Mélissa et la liberté d'éviter de choisir entre vous. J'ai utilisé la confiance de Diane parce que c'était plus facile que de la mériter. Le cancer ne m'a pas rendu malhonnête. Il a seulement mis fin à mon temps pour le cacher. Je pliai soigneusement la lettre. Celle-là est honnête. Dis-je. Cela change-t-il quelque chose? Cela change ce dont je me souviendrai. Il ferma les yeux. Peux-tu me pardonner? Je regardais l'homme que j'avais épousé quand j'avais 24 ans. Je me souvenais de lui portant Rachel à travers les urgences quand elle s'était cassé le bras. Je me souvenais de lui enseignant à Andrew à faire du vélo et construisant pour ma mère une rampe pour fauteuil roulant sans lui facturer $1. Ces souvenirs étaient réels. Tout comme Mélissa, la garantie falsifiée et les instructions cachées dans la boîte à documents. Je peux te pardonner assez pour ne pas porter de haine, dis-je. Mais notre mariage ne peut pas être restauré. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne sais pas comment appeler ce que nous sommes maintenant. Tu es un homme malade que j'ai autrefois profondément aimé. Je suis la femme que tu as blessée. Qui a choisi de ne pas te laisser sans soin? Cela semble terrible. C'est la vérité. Il hocha lentement la tête. Que peux-tu honnêtement me donner? Je peux m'asseoir à côté de toi sans te souhaiter de la douleur. Paul tourna le visage vers la fenêtre. Après un long silence. Il dit. C'est plus que ce que je mérite. Pendant sa dernière semaine, il demanda à Rachel et Andrew de s'asseoir avec lui ensemble. Il leur dit que je ne l'avais pas abandonné. Il admit que j'avais retardé sa sortie parce que le plan de soins original dépendait de mensonges. Parce qu'il m'avait mis en risque financier. Puis il regarda Andrew. Tu as trouvé la vérité parce que j'ai essayé de te faire participer à la cacher, dit-il. Ta mère t'a protégé de devenir l'homme que je te demandais d'être. Le visage d'Andrew se crispa. J'aimerais pouvoir t'admirer comme avant. Je sais. Mais je t'aime encore. Je le sais aussi. Paul mourut tôt un dimanche matin. Rachel tenait sa main. Andrew se tenait au pied du lit et je m'assis sur la chaise près de la fenêtre. Sa respiration ralentit, s'arrêta et ne recommença pas. Sa mort n'était pas la justice. Le cancer n'était pas une punition pour sa trahison. Et je ne me permis jamais de confondre les deux.
sa conséquence avait été d'affronter la faim sans la fausse admiration. L'argent caché ou la loyauté incontestée qu'il croyait pouvoir garder pour toujours. Aux funérailles, je ne décrivis pas Paul comme un mari parfait. Je parlais de son habileté de ses mains. De son amour pour ses enfants et des maisons qu'il avait construites pour des familles dans le centre de l'Ohio. Je dis aussi qu'aimer quelqu'un n'exigeait pas de le transformer en un meilleur homme après sa mort. Qu'il n'avait choisi d'être de son vivant. Mélissa assista depuis le dernier rang. Une semaine plus tard, elle m'envoya par la poste le bracelet en or que Paul lui avait donné. Il n'y avait pas de lettre. Je le lui renvoyai avec une note. Je n'ai pas besoin de preuves qu'il m'a trahi. J'ai déjà survécu à la vérité. Mercé Résidential ferma par une liquidation ordonnée. L'équipement restant fut vendu. Et les créanciers légitimes reçurent ce que les actifs de l'entreprise pouvaient couvrir. Je n'héritais d'aucune fortune miraculeuse, mais je gardais ma maison. La garantie frauduleuse n'était plus attachée à mon nom. Et assez de nos économies restèrent pour que je puisse recommencer. Andrew commença une thérapie. Il admit que l'exemple de Paul lui avait appris à confondre loyauté et silence. Rachel commença à apprendre que maintenir une famille unie ne signifiait pas absorber la douleur de tout le monde. Walter déménagea dans un établissement de réadaptation. Avec sa permission, Rachel l'aida à contacter la fille à qui il n'avait pas parlé depuis 11 ans. Elle ne lui pardonna pas immédiatement, mais elle accepta de lui rendre visite. Plusieurs mois après la mort de Paul, j'enlevai le lit d'hôpital. Je peignis la pièce en jaune pâle. Plaçai la machine à coudre de ma mère près de la fenêtre et construisis des étagères pour les livres. Que j'avais gardés emballés pendant des années. Je n'effaçai pas Paul. Je revendiquais la pièce et la partie de moi-même que j'avais failli abandonner à l'intérieur. Un samedi, je rendis visite à Walter avec 2 muffins aux myrtilles. Il sourit quand il vit le sac en papier. Tu essaies encore de soudoyer un vieil homme. Tu prétends encore que tu ne les aimes pas. Nous nous assîmes près du jardin de réadaptation pendant que la lumière de la fin d'après-midi se déplaçait à travers les arbres. Regrettes-tu d'être rentré ce soir-là? Demanda-t-il. Je pensais à Mélissa dans ma chambre, au téléphone noir. À la confession de Paul et à la dernière lettre que je gardais encore dans un tiroir. Je regrette ce que j'ai trouvé, dis-je. Mais je ne regretterai jamais d'avoir appris la vérité avant de donner les derniers morceaux de moi-même. La compassion n'exige pas l'aveuglement. La maladie n'efface pas la responsabilité. Et le pardon ne signifie pas restaurer la confiance. L'accès ou un mariage que la trahison a déjà terminé. Parfois, la réconciliation n'est pas de revenir à la vie que l'on avait. Parfois, c'est d'accepter des excuses honnêtes. De relâcher la haine et de choisir quand même un avenir différent. Si vous avez déjà dû vous occuper de quelqu'un qui vous a blessé ou appris que le pardon est là. Réconciliation ne sont pas la même chose. Je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si les histoires de dignité, de dure vérité et de reconstruction après la trahison signifient quelque chose pour vous? Abonnez-vous et rejoignez-nous pour la suite.